Alors, parlons de ce livre duquel il n'y a rien à dire. Oui, j'ai lu tard, du reste, dans un seul volume, My Life et My Life in the 90s de Lynn Heginian. Et ce que j'aimais beaucoup dans ce livre, enfin c'est un poète que j'aime beaucoup, comme tout le monde le doit. Et de toute façon, mais j'aimais beaucoup dans ce livre le fait que le caractère autobiographique qui est annoncé dans le titre ne soit pas patent. S'il avait un autre titre, vous n'auriez pas le sentiment nécessairement de lire une autobiographie. Alors finalement, ce n'est pas du tout le cas de mon propre livre, mais je me suis demandé s'il y avait, sachant que Lynn Heginian est poète et que moi je suis tout sauf poète, s'il y avait la possibilité d'écrire quelque chose qui serait pas un équivalent, mais vraiment quand même un livre directement issu de cette lecture, mais en prose. Et par ailleurs, j'ai pas la moindre envie de raconter ma vie. Je n'en éprouve pas le besoin. J'ai une certaine réserve à l'endroit de l'autobiographie en général, même si en ce moment même je suis en train d'en lire une, celle de Mary Open, je ne sais pas bien le prononcer. Et donc, d'abord, il fallait une forme. Alors, la première à laquelle j'ai pensé est celle que j'ai retenue, elle est complètement idiote. Il y a à chaque fois autant de paragraphes que d'années de vie. C'est ordinal, ça veut dire il y a un paragraphe pour la première année de vie. Je crois que je me trouvais dans ma 72e année lorsque j'ai eu l'idée de ce livre. Donc on avait 36 et 36, 36 d'un côté, 36 de l'autre. Et on a un paragraphe pour la deuxième année, 2 pour la seconde, et ainsi de suite jusqu'à la 36e, et à partir de la 37e, on va en redescendant. Alors ça, j'aimais bien l'idée de déclin, n'est-ce pas? Ici commence ça, le déclin de Zarathustra. Et voilà. Et maintenant, il fallait mettre quelque chose dans ces paragraphes. Alors, j'ai, dans la mesure du possible, retenu, c'est pas toujours vrai, mais dans la mesure du possible, retenu des éléments de ma propre vie qui jouent ou qui semblent jouer dans mes livres. Comme donner, par le moyen de ce livre, un tour plus autobiographique à l'ensemble de mes livres qu'ils n'en ont qu'ils ne l'ont plutôt en réalité. Et puis, à partir d'un certain moment, je garde extrêmement peu de témoignages écrits, mais pendant une assez longue partie de ma vie, j'avais des carnets dans lesquels je notais les pensées qui me semblaient profondes et un certain nombre de citations. Et ces carnets, je ne les conservais pas. Ça veut dire quand ils étaient finis, je les relisais et j'en retenais seulement ce qui me semblait valoir la peine dans le nouveau carnet. Alors, en général, c'était très très peu, mais il y avait quelques citations que j'ai traînées comme ça ma vie entière, ou quelquefois
même pas quelque chose qui me semblait particulièrement heureux, mais quelque chose qui me semblait une question qu'il y avait à traiter encore. Et de la sorte, j'ai... mais peut-être j'ai dû commencer à avoir de tels carnets quand j'avais une vingtaine d'années. Il y a des choses qui ont traîné comme ça, de carnet en carnet, de ma 20e année jusqu'à fort tard, quand je n'ai plus eu de carnet, parce que quand j'ai vraiment commencé à écrire, j'avais des cahiers qui ne s'occupaient que du livre en cours. Mais simplement, comme ça a traîné si longtemps, ce sont des choses que je sais par cœur, à peu près, parce que je les ai beaucoup recopiées. Et donc à partir de peut-être, quand je dois avoir l'âge de 18 ans, ou quelque chose comme ça, il y a de plus en plus de choses qui ont été écrites. Donc voilà, il recueille des choses qui étaient écrites, dont je me souviens à peu près, hein, parce que souvent je n'ai plus de traces écrites. Et en revanche, les mots d'enfant, je les avais relevés dans un cahier. Voilà, ce qui était complètement inutile parce que je m'en serais souvenu dans tous les cas, mais voilà, on ne se fait pas confiance. Donc j'ai consulté le cahier des mots d'enfant, qui sont mes enfants, et c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis à partir d'un certain moment, il y a des traces des livres que je suis en train d'écrire. Là aussi, c'est des choses qui ont beaucoup traîné, mais là d'un fichier à l'autre. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, comme d'habitude, j'aime bien, parce que c'est quand même un livre que j'entendais, même si c'est de façon extrêmement ténue, rattaché à l'ensemble de mes livres, enfin à l'ensemble de mes livres tels qu'ils se constituent depuis, je crois, le 4e ou le 5e, je sais plus, le 5e. Et donc, par exemple, il y a cette idée dans mes livres précédents que la réalité n'a pas un statut privilégié, qu'elle doit être traitée comme une fiction parmi d'autres. Et donc, on s'attache d'une façon très, très légère et superficielle, qui n'est pas destinée à être crue, à laisser entendre que tout ça pourrait être une fiction. Alors, mais en fait, pour des raisons quasiment techniques, quand je raconte quelque chose, c'est quelque chose qui a eu en effet lieu cette année-là. C'est pas que je raconte tant de choses, alors quelquefois c'est complètement disproportionné, c'est-à-dire quelque chose qui prend, que probablement si je l'avais écrit, parce que je ne pense pas que ce soit le cas, je pense que par exemple la chouette, on voit une chouette effraie à un moment, ça c'est quelque chose que j'ai écrit. Mais évidemment, il y a moins de paragraphes je pense, dans la première rédaction. Alors, c'est écrit très vite, c'est pas destiné à être j'aurais pu écrire ça dans une lettre que je n'ai pas envoyée aussi. Ah oui, c'est ça. Quelquefois, je me suis servi aussi, pour autant que je les avais gardées, parce que je ne suis pas du tout amateur de reliques, n'est-ce pas? Mais il y a juste des choses que j'ai négligé de jeter, et donc je peux les retrouver. Donc il y a des fragments de lettres aussi. Et donc ça prend un peu plus de paragraphes, et vraiment quand quelque chose se distribue en paragraphes, ça fait le nombre de paragraphes pour l'année, donc c'est un peu ridicule. Tout à coup, vous avez, je ne sais pas combien de... Enfin, il n'y a pas grand-chose de raconter tout du long. Pardon. Alors je me suis rendu compte, en lisant mes épreuves, que quand même j'avais l'air de ne pas réfléchir à grand-chose. C'est-à-dire que toutes les questions que... Je pose toujours les mêmes questions, on tourne toujours autour des mêmes questions, et on apporte toujours les mêmes réponses avortées. Voilà. Oui, je trouvais que ça n'était pas très... c'est pas très glorieux, hein, intellectuellement.
oui, il y a des questions que je me suis posées toute ma vie. Et évidemment, je n'ai répondu, je crois, à aucune. Et donc, je peux continuer. En tout cas, les questions que je posais, je ne faisais pas semblant de les poser. Il fallait croire qu'elles me tenaient de longue date, puisqu'elles reviennent pendant au moins 50 ans. Et encore, parce que j'imagine que pour certaines, elle m'avait attrapé plus tôt, mais je n'en avais pas de trace. Alors, vous voyez bien sur quel type de mythologie cela repose. C'est-à-dire une mythologie d'abord romantique, et puis des références un tout petit peu plus présentes. C'est-à-dire, en fait, je dis comme si j'ai risqué ma vie, mais j'ai eu le sentiment, on dirait pas, hein, à lire ces malheureux livres, mais que j'ai risqué ma raison plutôt. J'avais oui, comment c'est la dernière phrase de Van Gogh? Il dit mon travail à moi, j'y risque ma vie, et ma raison y a déjà plus qu'à moitié fondré. Il emploie ce mot qui n'existe pas. Et oui, c'est complètement idiot, parce que regardez à quel point je suis en bonne santé, mais c'est vrai que j'avais le sentiment que, oui, qu'on risquait sa vie, et on risquait sa vie sous la forme de sa raison, qui me semblait plus précieuse que la vie elle-même. Excusez-moi, c'est un peu bafouillant, ça. Avec une part aussi un peu religieuse. Alors c'est plutôt ou plutôt Kafka serait la référence, avec l'idée que voilà, vous vous présentez devant Dieu avec vos livres à la main. Mais c'était plutôt quelque chose qui était extrêmement actif pour moi, au fond, plus actif, avant de commencer à écrire. L'idée de risquer sa vie, oui. Et dans le réel travail de l'écriture, c'est plus l'idée de risquer sa raison. Alors c'est moins vrai le temps passant, parce que vous voyez que finalement vous l'avez gardée à peu près entière, la raison, toute la vie ça va, et donc on a moins peur, c'est moins inquiétant, et j'ai l'impression que je bafouille beaucoup. On pourrait avoir plus de décence et ne pas aller étaler cela dans un livre. Une fois qu'on l'a fait, on ne va pas en outre le commenter. Et oui, c'est vrai que je pense que, voilà, oui, j'étais probablement d'une sensibilité inepte, et quoi d'autre? La morale, oui, ben on a un gros surmoi, et puis on est très fortement dressé. Puis je dis ça, je sais que je le dis, et que je dis morale, et que je ne dis pas éthique. Que dans éthique, il y a vraiment le sentiment d'une construction quand même d'abord rationnelle. La morale, c'est plus bête que l'éthique, mais ce n'est pas moins insistant. Là aussi, il y a des choses que j'ai comprises relativement tard par rapport à ma propre vie, mais encore une fois, ma propre vie ne m'intéresse pas beaucoup. Et c'est vrai, ça n'est pas une position. Ou même, par exemple, une chose que je devrais dire sous le boisseau, donc vous l'enlèverez. Je m'intéresse plus aux autres qu'à moi. Mais ça n'est pas une vertu. Ça n'est pas une vertu, c'est une forme de curiosité
ça repose plus si la curiosité c'est un défaut, comme on vous l'apprend quand vous êtes petit. C'est de l'ordre de ce défaut. Et je me rappelle comme je me trouvais ennuyeuse quand j'étais enfant, et pas intéressante, et moins intéressante que les enfants dans les livres. Je me rappelle que vers la fin de ce livre, je parle des voyelles, hein, et que je dis que je n'aime pas la lettre A. Eh bien, j'avais le sentiment que si j'avais été une lettre, j'aurais été un A. Voilà, donc c'est pas que... donc c'est bizarre d'écrire un livre avec à ce point une première personne, et j'étais pas sûre d'être capable de le faire, ou de ne pas être terriblement ennuyée. Mais néanmoins, il y a des choses des questions que je n'ai pas pu ne pas poser par rapport à ma propre vie, non pas dans l'intention non pas par intérêt pour ma propre vie, mais pour savoir si une question que je me posais était vraiment une question, ou si c'était ma question, si ça intéressait quelqu'un d'autre que moi, ou si ça n'intéressait que moi, ou bien m'interroger aussi pourquoi telle chose m'intéresse et non pas telle autre. Alors quelquefois vous êtes obligé de regarder, de constater, ben ça vous intéresse parce que il vous est arrivé ça et ça et ça. Pardon, oui, je ne sais pas si je réponds bien, mais et donc, par exemple, oui, mais je ne sais pas si on voit des clés, ou alors il faudrait vraiment, il faut regarder de près à la loupe. Non, mais vous voyez, par exemple, la personne qui, dans le livre, qui évidemment existe réellement, et qui va recevoir le nom d'Esclarmonde. Quand deux fois apparaît le nom d'Esclarmonde, une fois je parle d'une personne sur le modèle de qui j'ai essayé en vain, j'ai pas réussi, c'est-à-dire j'arrive pas à faire un personnage avec cette Esclarmonde qui est dans mes livres et qui n'est qu'un nom. Je la vois mal, et c'est vrai que je lui trouve une certaine fadeur. Les autres personnages existent davantage pour moi. Donc, mais c'est vrai qu'à un moment, quand je voulais construire le personnage d'Esclarmonde, j'avais pensé à une personne que j'ai connue dans mes études secondaires. Lorsque j'utilise le prénom d'Esclarmonde ensuite, je parle de quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance dans ma propre vie, et qui certainement apparaît dans mes livres, de maintes façons, mais qui n'est jamais Esclarmonde dans mes livres. Et si cette personne, si ce fantôme, si de ce fantôme découle un personnage, c'est un personnage qui s'appelle Marie la Grande dans le corpus, et pas du tout Esclarmonde. C'est un personnage, et donc mais c'est simplement, c'est vrai qu'il y a une initiale en commun, et que j'ai utilisée, parce que le prénom d'Esclarmonde, c'est finalement, ça veut dire n'importe qui, plutôt de sexe féminin, mais fondamentalement, pour moi, Esclarmonde, c'est n'importe qui. C'est même tellement n'importe qui, que je trouve que je ne suis pas suffisamment n'importe qui pour être Esclarmonde. Voilà. Mais j'utilise le prénom pour voilà, pour resserrer les liens. Oui, pardon. Un piège de plus. Je m'amuse avec ce mot-là, qui apparaît en effet, oui, plusieurs fois, parce que ça c'est une chose qui m'est beaucoup arrivée
davantage en utilisant un ordinateur qu'en écrivant à la plume, parce que vous pouvez ouvrir une phrase, enfin rajouter quelque chose vraiment à l'intérieur, façon que ça soit terriblement compliqué. Et c'est vrai, dans un moment de travail sur un livre qui n'a pas existé, du reste, parce qu'il était devenu réellement illisible, l'idée, l'image que j'avais, c'était vraiment celle d'éventrer la phrase. Si on voyait la phrase comme un animal, et on lui ouvrait. Et donc, voilà, donc le premier mot étant éventrer. Et je me demande quel est le mot, quel est le substantif qui correspond à éventrer. Alors si vous regardez dans Littré, en tout cas dans le petit Littré, qui est celui que j'ai près de mon bureau à Paris, j'ai un grand Littré, mais il faut aller dans le salon et on n'a pas toujours le courage. Il n'existe ni éventrement ni éventration. Et donc dans plusieurs dictionnaires que j'avais consultés, le mot n'existait pas jusqu'au moment où finalement je le trouve ici ou là, mais c'est un accident. Pardon, non, c'est pas. Il y a comme ça des choses qui se trouvent être venues plusieurs fois dans ce livre. Alors peut-être que j'ai fait exprès de les recueillir parce que voilà, ça m'intéresse pas spécialement l'éventrement. Donc je trouve assez drôle l'article du TLF dans lequel il y a 2 citations de Léon Bloy. Oui, ça je trouve. Toute ma vie, j'ai connu des temps très longs dans le cours desquels je n'écrivais pas, soit pas du tout, soit vaguement des notes. Et c'est le cas en ce moment. Ça fait très longtemps que je n'ai rien écrit. Et autrefois, c'était très douloureux. Des moments où je n'écrivais pas parce que je ne savais absolument pas, quand je n'écrivais pas, comment on fait pour écrire. Avec le sentiment qu'il n'y a rien que je puisse écrire et que peut-être ça n'arriverait plus jamais, que je n'écrirai plus jamais. Et qu'est-ce que je perds là? Quelque chose qui quand même essentiellement est pénible, hein. Quelquefois c'est très douloureux, c'est même physiquement douloureux, mais dans des moments où ça ne l'est pas, ou du moins où ça ne l'est pas principalement, parce que même oui, qu'il y ait une intensité, ça c'est vrai qu'on en souffre ou qu'on en soit content, qu'il y a une intensité, mais c'est là, ce sont les seuls moments, ce sont les moments où j'allais dire où je doute le moins. Non, ce sont des moments où il y a des moments où je ne doute pas. Et c'est comme si tout le reste du temps, on doutait de tout, toujours. Et que écrire, mais pas tout le temps, quand ça fonctionne, mais encore une fois, je pense que c'est parfaitement illusoire, puisque s'il y avait une réalité, elle devrait se maintenir quand on se relit. Or moi, je n'ai jamais de plaisir à me relire. Et j'ai jamais de plaisir à me relire, et même ça, je vous l'ai sûrement déjà dit. C'est très important pour moi d'avoir eu des lecteurs qui étaient quelquefois des gens que je respectais, et d'avoir eu des lecteurs qui étaient des gens que je ne connaissais pas. Ça veut dire que je ne pouvais pas soupçonner de vouloir être
être aimable avec moi. Rien ne les y obligeait puisqu'ils ne me connaissaient pas. Parce que... Et je me dis que... Peut-être qu'ils se trompent un peu, mais ils peuvent avoir complètement tort. Parce que si ça n'était pas de ces lecteurs, peut-être que je continuerai à écrire, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'envisagerai pas de publier des choses qui me paraissent si nulles. Nul, pas seulement au sens de mauvais, nul, comme quelque chose qui n'est pas. Voilà. Donc, et comme je préfère écrire, et même je suis pas sûre que je préfère pas venir faire le clown devant vous, là, ce matin, c'est quelque chose de flatteur, je remercie mes lecteurs. Ça c'était, comment dire, le titre est fait aussi pour relier ce livre, parce que quand j'ai commencé à écrire ce que j'ai appelé le corpus assez tard, hein, dans les premiers temps ça ne s'appelait pas du tout comme ça, c'est lorsque je me suis retrouvée devant un immense fatras d'écrits tournant autour de ce qui au début était pensé comme un seul livre, que j'ai appelé ça corpus. Et donc, le titre est fait pour relier ce livre au fatras. Mais non, moi je ne suis pas un personnage. Et je pensais, peut-être que quelque chose comme un personnage finit par se dessiner à travers ce livre, parce que n'importe quel livre dessine le personnage de son auteur. C'est une chose qui m'impressionne beaucoup, mais je pense que quand on lit Aristote, on voit quelqu'un qui est Aristote. C'est pas, on s'y intéresse pas forcément, on n'a pas, mais qu'il y a quelqu'un, il y a une, et donc toujours la voix, son visage des textes. Oui, c'est une voix, mais il y a peut-être qu'il n'y a pas vraiment un visage, mais il y a une vague silhouette. Et donc je ne vais pas prétendre que je suis absente de mes livres si je pense qu'Aristote est présent dans les siens, dans ses cours. Mais non, je ne suis pas un personnage de mes livres. Je ne me pense jamais comme un personnage. Je n'aime pas le personnage que je serais pour ça, parce que je ne le vois pas. Parce qu'il ne m'intéresse pas, c'est la lettre A. Et donc, réellement, ça n'est pas du tout, celui-ci, un livre qui est écrit pour d'une quelconque façon me mettre en scène. Enfin, j'espère que ça ressemble pas trop à de la dénégation, mais réellement, au fond, si j'étais quelque chose en tant qu'auteur, hein, je veux dire, ça serait constructiviste, en fait. Moi, je construis des choses. Je construis comme les enfants construisent avec des cubes. Et c'est un livre complètement construit. Il est construit un peu avec le livre de Lynn Heginian, avec un modèle arithmétique absolument élémentaire et même primaire, et des éléments de ma propre vie, mais ça n'est qu'un cube, ma vie dans ce livre. Je ne pense la vie en tant qu'on la vit tous les jours,
non, alors après je vais dire en quoi consiste l'exception. Mais au contraire, et peut-être même c'est quelque chose que j'essaie de... non, il y avait pour moi une vraie coupure entre ce qui est de l'ordre de l'écriture, qui est d'abord essentiellement ce que je lis, n'est-ce pas, ce que je lis dans les livres, pas écrire moi, ou ce qui est raconté. Il n'y a pas une vraie différence entre le discours écrit et le discours oral. Peut-être parce que tout de même, j'appartiens beaucoup à une famille de conteurs. J'ai entendu beaucoup d'histoires, beaucoup de récits, soit parce que les gens étaient de bons conteurs, soit seulement parce qu'ils avaient eu des vies dans lesquelles il y avait des choses à raconter. Et donc j'ai entendu beaucoup d'histoires, ou lu beaucoup d'histoires, et tout ça, c'était beaucoup plus intéressant que ma vie. Mais ça c'est un essai d'explication extrêmement grossier et extrêmement élémentaire, n'est-ce pas? Et donc j'ai toujours eu le sentiment que ce qui tombait sous mon expérience, mais ça c'est une chose que j'essaye peut-être de dire dans le livre, était d'une moindre qualité que ce que je lisais. Alors, par exemple, je vais essayer, je donne un exemple, je vais essayer d'aller vite. J'avais une tante qui n'est pas beaucoup plus vieille que moi, et quand j'étais enfant, quand j'étais très petite, était étudiante. Alors, il y avait un tout petit peu une confusion entre un étudiant à Paris, à la Sorbonne, dans les années 50, et un clerc de Bazoches, et François Villon, dont je ne sais pas pourquoi diable, je connaissais l'existence. Donc il y avait ça, donc un monde d'étudiants. Et il me semblait que alors j'avais des petits repères. Je venais à Paris assez rarement, mais pas spécialement du côté de la Sorbonne. Et en tout cas, l'idée de ce monde étudiant à travers des récits de ma jeune tante, qui devait être en taupe dans un lycée du 5e arrondissement et qui était très malheureuse, me paraissait une chose absolument merveilleuse. Et donc, je n'avais qu'une idée en tête. Alors, il y avait des points comme ça, il y avait les bouquinistes, puisqu'elle devait de temps en temps avoir rapporté un livre acheté sur les quais de la Seine. Il y avait les bouquinistes, il y avait la Seine, il y avait les librairies, et les cafés, surtout dans le quartier latin. Et donc, finalement, j'ai été moi-même étudiante à Paris. Et alors, tout s'est éteint, tout ce monde, enfin, il n'y avait pas... c'était ennuyeux. Il y a aussi le fait que les bouquinistes commençaient à dégénérer beaucoup, mais c'était pas seulement ça. J'ai beaucoup de mal à le dire. Ça veut dire qu'une fois que ça tombait sous ma propre expérience, oui, ça semblait s'éteindre. Ça n'était que le monde. Alors, pardon, parce que c'est trop long, ça, je suis désolée. Hein, c'est idiot, parce que quand on me pose une question, j'essaye toujours de répondre. Et évidemment, quelquefois, il faut remonter à la fondation de Rome. Et quand j'avais l'idée de ce que donc j'appelle le corpus maintenant, l'idée c'était vraiment que quelqu'un tient son journal. Et il fallait que ce soit essentiellement un journal de travail. C'est-à-dire dans ce journal de travail, il y aurait l'amorce de fiction. Mais quand même, il fallait aussi qu'on ne sache pas quand c'était une fiction ou quand c'était vraiment l'auteur. Autrement dit, il fallait qu'il tienne son journal. Or moi, j'ai jamais tenu mon journal. C'est pas seulement que j'ai jamais tenu mon journal. Une fois, j'avais lu le
le journal d'une amie d'école. Ça m'avait paru une chose absolument merveilleuse. Évidemment, je copiais toujours sur les autres, et donc j'ai essayé de tenir mon journal. À la troisième ligne, j'étais entrée dans la fiction, parce que ma propre vie n'était pas suffisamment intéressante pour être écrite. Donc voilà, je n'étais pas capable de tenir mon journal, parce qu'il n'en valait pas la peine, parce qu'il était comme contradictoire avec ce qu'est une chose écrite. Mais dans le corpus, il fallait d'avoir quelqu'un qui tient son journal. Et donc j'ai essayé un tout petit peu de m'entraîner, d'écrire des choses que je n'aurais jamais... Il y a beaucoup de choses dans mes derniers livres, mais dans les 15 ou je ne sais pas combien de mes derniers livres que je n'aurais jamais écrites en dehors de ce projet. Et alors il y a peu de passages qui soient du journal, mais quand même, et donc c'est un projet qui m'a contrainte à porter un regard sur ma vie quotidienne en tant que, non pas pouvant être écrite, parce que c'est comme si pour moi essentiellement elle ne le pouvait pas, mais comme devant l'être. Et donc ça l'a rendu peut-être ça lui a donné, ça l'a rendu un peu plus intéressante. Mais ça n'arrive que dans des moments où je suis dans un livre. Dès que je ne suis pas en train d'écrire, ça veut dire beaucoup de temps, hein, parce que les livres même, je les écris vite, plutôt. Je ne sais plus à quelle question je devais répondre, mais non, ça n'a rien à voir avec... Il y a essentiellement des choses desquelles je ne peux pas, écrire. Quoi dire de ça. De toute façon, j'ai assez naturellement, j'espère, un certain sens de